RDC, la grande édition du journal. À Kinshasa depuis hier, Philippe, le monarque belge, a eu aujourd'hui un tête-à-tête avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bien avant, le roi Philippe a couronné le caporal Kouyoukou, l'unique survivant de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie. Il a été décoré commandeur de l'ordre de la couronne parmi les plus hautes distinctions du royaume de Belgique. D'autres activités déployées par le roi belge à suivre dans ce journal. Un journal dévancé d'une demi-heure suite au match qui va se jouer en direct de la RTNC à 20h heure de Kinshasa et qui va opposer le Soudan à la République démocratique du Congo au stade Al-Hilal. Match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Lors de son deuxième jour à Kinshasa, le souverain belge s'est rendu au Palais de la Nation pour un tête-à-tête avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un point de presse co-animé avec le Premier ministre belge, Blandine Nzovo. L'événement de ce mercredi au Palais de la Nation est d'une grande portée symbolique. C'est sur le coup de 11 heures que le couple royal belge fait son entrée dans ce bâtiment qui a servi à l'époque comme la toute première résidence officielle du gouverneur général de la colonie belge, représentant du roi dans sa colonie du Congo. S'en suivra un tête-à-tête à huis clos entre les deux personnalités. Le deuxième temps fort de l'étape du Palais de la Nation, c'est la visite de la mythique et emblématique salle du Congrès. Couronné en 2013, le roi Philippe ne s'était jamais rendu dans l'ancienne colonie belge, devenue indépendante l'année de sa naissance, une indépendance prononcée ici même par son oncle paternel, le roi Baudouin, en présence des dignitaires de l'époque, parmi lesquels Patrice Emery Lumumba, dont le discours prononcé pour la circonstance restera gravé dans la mémoire des Congolais. 62 ans plus tard, le roi Philippe voudrait, à travers sa première visite dans l'ancienne propriété privée de ses ancêtres, vivre l'évolution de l'histoire ponctuée par un passé à la fois glorieux et douloureux. Et tout juste après, Sa Majesté le roi Philippe et son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rejoints par la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakeru, ont pris la direction du jardin du palais pour y planter chacun un arbre. Question de sceller ces moments historiques de la visite du couple royal belge à Kinshasa. Le clou de l'étape du Palais de la Nation aura été ce point de presse au cours duquel le Premier ministre belge Alexandre De Croo et le président Félix Tshisekedi ont résumé les entretiens entre les deux personnalités qui ont passé en revue un certain nombre des secteurs et ont dégagé quelques priorités dans cet élan de reprise effective des relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de stabilité sans paix. Et donc s'il y a une priorité que nous attendons de la Belgique, c'est bien d'un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début d'accompagnement parce que, comme vous le savez, la coopération militaire a repris avec la Belgique. Et donc la formation de troupes d'élite se fait déjà en ce moment. Mais évidemment, c'est à la Belgique de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasif et pouvoir assurer la défense du territoire national, mais également la sécurité de nos concitoyens. Du côté de l'ancienne métropole, outre les domaines phares de la vie nationale, Alexandre De Croo est convaincu que la RDC, qui fait actuellement face aux forces négatives dans sa partie Est, a le droit d'exiger que son intégrité soit respectée par ses voisins. Chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, tout le monde dira l'Ukraine a le droit de faire respecter l'intégrité de son territoire. Je ne vois pas comment ça serait différent ici en RDC. Vous avez le droit
d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. La Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées. Les dernières visites d'un souverain belge au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo remontent tout d'abord à un passé relativement lointain, à celle du roi Baudouin arrivé ici en RDC en 1958, en 1960, puis en 1985. Ensuite, le roi Albert II en 2010, lors de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC. Le couple royal belge et le couple présidentiel congolais se sont rendus aussi au Musée national de la République démocratique du Congo, une visite qui s'inscrit dans le processus de la restitution des œuvres culturelles gardées à African Museum de Tervuren en Belgique, et une œuvre d'art a été remise à titre d'exemplaire au cours d'une brève cérémonie hautement symbolique entre le roi Philippe et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une cérémonie hautement symbolique qui rétablit la République démocratique du Congo dans ses droits. Bien avant le rapatriement des œuvres d'art congolaises gardées longtemps au musée africain de Tervuren, le roi Philippe a remis symboliquement une des œuvres d'art, le masque Kakungu, œuvre d'art des Basuku. La brève cérémonie de dévoilement de l'œuvre d'art hautement symbolique de ce mercredi 8 juin entre le roi Philippe et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de leurs épouses respectives, la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, et devant les officiels congolais et belges, est une étape importante dans le processus de la restitution de ces œuvres culturelles. Enrobé d'une touffe de raffia en guise de barbe et des cheveux, le masque Kakungu qui intervenait chez le Soukou dans les rituels de protection et de guérison a été admiré par le président de la République. À en croire Sa Majesté le roi Philippe, cet exemplaire d'œuvre d'art est remis à l'occasion de leur visite au Musée national de la République démocratique du Congo pour permettre au peuple congolais de le découvrir et de l'admirer. Monsieur le Président, je tenais, au moment de votre visite au Musée national et en votre présence, à vous remettre un exemplaire exceptionnel afin de permettre aux Congolais de le découvrir et de l'admirer. Il s'agit d'un objet d'art façonné au Congo par le sculpteur Ngoy et collecté il y a plus de 70 ans par un chercheur du musée de Tervuren. Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren au Musée national de Kinshasa. Dans la foulée, un mémorandum d'entente entre le service public fédéral, Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement du Royaume de Belgique et le ministère des Affaires étrangères de la République sur l'appui à l'implication de la jeunesse congolaise dans la reconstruction, promotion et conservation du patrimoine culturel congolais a été signé par la ministre belge de la coopération au développement et de la politique de grandes villes et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais. L'étape du musée a été sanctionnée par une visite de couple royal et du couple présidentiel, une visite guidée par le directeur général du Musée national de la République démocratique du Congo. Le musée est doté d'une capacité d'accueil de 12 000 objets. Il a été conçu dans les objectifs de conservation, de transmission et de mise en valeur du patrimoine culturel congolais. L'ancien combattant, témoin de la Deuxième Guerre mondiale, le seul resté vivant en République démocratique du Congo, le caporal Albert Kunyuku Mboma, a été décoré dans l'ordre de la couronne ce matin par Sa Majesté le roi Philippe au rond-point force
public à Kasavubu en présence du couple présidentiel. Jean-René Lobo d'Adindala ont signé ce reportage. La commune de Kasavubu a vibré ce mercredi matin au rythme de la visite du couple royal belge, journée historique pour les anciens combattants et les habitants de cette municipalité. Accompagné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la très distinguée première dame, Sa Majesté le roi Philippe s'est rendu au rond-point Force situé au croisement des avenues Gambela et Force publique dans la commune de Kasavubu pour décorer personnellement le caporal Albert Kounyoukou Ngoma, seul ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, encore vivant en République démocratique du Congo. Dans ce mot des circonstances, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a plaidé pour la pérennisation et mutualisation des hauts faits d'armes entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le roi Philippe s'est recueilli et déposé une couronne de fleurs au mémorial aux anciens combattants avant de décorer le caporal Kounyoukou. Avec des larmes de joie sur ses joues, habitué à un cercle restreint, l'ancien combattant centenaire a été honoré par la présence du roi des Belges. Arborant son uniforme kaki datant de l'époque coloniale, orné de 4 médailles, des bottes noires bien cirées et un béret. Cher caporal, vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Dès lors, il plaît à Sa Majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus, de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kounyoukou, de nationalité congolaise, militaire de la force publique. Après la lecture de mérite, s'en est suivi la décoration du caporal Albert Kounyoukou Ngoma. Sa Majesté, le souverain des Belges, a eu quelques minutes d'échange avec le caporal Kounyoukou. Il est né le 20 mai 1922. À 18 ans, alors élève mécanicien, il a fait partie des jeunes enrôlés des forces au service militaire. Formé à Kinshasa, à Ilebo et Kisangani, en 1943, il est parmi les éléments de la force publique envoyés pendant la Deuxième Guerre mondiale à Alger, puis en Birmanie pour combattre le Japon, la Chine et la Corée. Ouganda, Nairobi, Mombasa, Singapour, Inde sont parmi les lieux qu'il aura parcourus. En 2015, il a reçu une médaille décernée par la Russie à l'occasion des 70 ans de la victoire de la guerre. Il est actuellement président de l'Association des anciens combattants et le seul Congolais témoin de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie. Et hier mardi, après quelques heures de l'arrivée du couple royal belge, le Premier ministre belge Alexandre De Croo, qui faisait partie de la délégation avec quelques membres de son gouvernement, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Au menu, l'engagement d'une coopération pour un avenir radieux. Pati Tondouango, Marcel Moubenga, bienvenue Loussala, reportage. Deux temps forts ont marqué le passage du Premier ministre belge à la primature. C'est mardi 7 juin 2022, jour de l'arrivée du couple royal belge en République démocratique du Congo. Tout d'abord, les tête-à-tête entre les deux chefs de gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge et Alexandre De Croo, ont après cette rencontre de quelques minutes et une séance de travail élargie aux membres du gouvernement de ces deux pays liés par l'histoire. Le Premier ministre belge parle de la détermination de son pays à construire un futur avec la République démocratique du Congo. Cette visite est importante parce que, d'un côté, dans notre relation entre nos deux pays, nous avons toute une histoire entre nous. Notre roi a voulu indiquer aussi le fait qu'il y a des regrets par rapport à des parties très douloureuses de notre histoire. Et je pense qu'il faut regarder ça droit dans les yeux. Il faut pouvoir le nommer, pas parce qu'on veut se perdre dans l'histoire, mais parce qu'il faut bien pouvoir faire le futur ensemble. Entre nos deux pays, nous avons tellement de choses en commun. Clairement, la Belgique veut être un partenaire là-dedans. Donc, par exemple,
les gens progressent d'un point de vue économique. Il y aura moins d'impact, par exemple, sur la forêt que vous avez dans votre pays. Une forêt qui est votre forêt, mais qui a un impact sur le monde entier. Par rapport à le changement climatique, l'impact sera énorme. Nous savons aussi que la RDCA, il y a énormément d'acteurs économiques belges qui sont intéressés à investir, qui naturellement veulent avoir plus de précision par rapport au climat d'affaires, fiscal, par rapport aux opportunités qui sont là. Et c'est ça, pour moi, la vraie raison d'être ici. Quant au chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, la présence de la délégation belge en République démocratique du Congo est un signal fort, surtout dans les volets coopération. D'abord, nous retenons ici une volonté manifeste du groupe royal a tenu à respecter cet engagement pris de venir visiter la République démocratique du Congo, non seulement pour marquer ces mots qui avaient déjà été donnés sur ce côté un peu douloureux que nous avons de notre histoire, mais la volonté de tourner la page et se tourner vers l'avenir. C'est dans ce cadre que, bien sûr, nous avons reçu le Premier ministre du Royaume de Belgique, qui est avec nous. C'est aussi pour discuter justement de ces questions d'avenir, de coopération. D'abord dans l'investissement, mais aussi de coopération, non seulement dans le volet défense, mais aujourd'hui on pense aussi à la justice, où nous pensons qu'il y a des besoins de se rapprocher, de renforcement des capacités, non seulement des jeunes, mais aussi des femmes. Il est prévu dans l'agenda du couple royal belge et de sa délégation un séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et à Bukavu dans le Sud-Kivu. Dans la foulée des réactions de la visite du couple royal en République démocratique du Congo, des voix se sont élevées pour lui adresser des messages comme celui des notables du Mai-Ndombe. Ils sont au micro de Rudis Kitutu, Fifi Bokeme et Tony Djouma. La province de Mai-Ndombe a un passé colonial marqué par l'intérêt que manifestait le roi Léopold II. 62 ans après l'indépendance du Congo belge, les ressortissants de Mai-Ndombe en appellent à un partenariat pouvant booster le développement de leur province. Sa Majesté, nous, ressortissants de la province du Mai-Ndombe, ancien district du lac Léopold II et ancien domaine privé de la couronne royale belge, réunis dans toute notre diversité, avons accueilli avec joie et plaisir l'annonce de l'arrivée de Sa Majesté le roi Philippe, roi des Belges en République démocratique du Congo, tout en souhaitant à Sa Majesté le roi et à la reine ainsi qu'à la délégation qui les accompagne un agréable séjour dans notre pays. Nous exprimons tout haut l'ardent désir de rencontrer la famille royale au Congo ou en Belgique afin d'examiner et approfondir ensemble les voies et moyens pour la famille royale d'accompagner l'ancien domaine privé de la couronne dans ses multiples défis de développement économique et social. Une relation de près de 60 ans ne s'oublie pas, mais s'entretient, se consolide et se conserve. L'agriculture est appelée à devenir priorité des priorités en République démocratique du Congo. Le ministre d'État en charge du développement rural y croit. François Roubota a visité des vastes étendues de champs à Rubanga, dans le territoire de l'Émirat, dans la province du Sud-Kivu. Jean-Pierre Ndolo Demazou a signé ce reportage. Le ministre d'État en charge du développement rural encourage la population du village Rubanga en particulier et celle du territoire d'Ouviron en général à s'adonner à l'agriculture. La revanche du sol sur le sous-sol prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne doit pas être un slogan creux. En mission de travail dans le territoire d'Ouvira, François Roubota a visité un vaste champ de plus ou moins 30 hectares cultivé à Rubanga, sur la route de l'Émirat, sous son initiative. Je n'ai jamais arrêté de parler de la promotion de l'économie rurale. Je me trouve donc présentement dans la collectivité chefferie de Bafouliru, où je suis en train de visiter les champs, afin d'encourager la population paysanne à cultiver, afin de rencontrer la déclaration du chef de l'État,
la revanche du sol sur les sous-sols. C'est donc dans ce cadre-là que je me trouve ici, précisément à Rubanga. Nous qui sommes responsables politiques, nous pouvons aussi nous lancer dans l'action. Les champs que vous êtes en train de voir, c'est mon champ, et alors je vais servir d'exemple à la population. Des palmeraies, des bananiers, une plantation de riz qui s'étend sur plusieurs kilomètres, de quoi nourrir une grande majorité de la population d'Ouvira et ses environs. Un exemple à suivre pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Désenclavement du Sud Kivu avec la réhabilitation de l'aéroport de Bukavu et des infrastructures routières. Le ministre d'État en charge du budget reçoit le plaidoyer des députés nationaux du caucus de l'Union sacrée du Sud Kivu. Riki Nzuzi-Loya a signé ce reportage. Vu les enjeux de l'heure dans l'est de la République démocratique du Congo, désenclaver la province du Sud Kivu devient plus qu'une priorité. Le plaidoyer est porté auprès du ministre d'État, ministre du Budget Aimé Boji Sangara, par le caucus des députés nationaux de cette province. Ils ont eu des échanges dans le cadre du suivi des requêtes formulées par eux en vue d'obtenir du gouvernement central la matérialisation des projets de désenclavement du Sud Kivu, dont la réhabilitation de l'aéroport de Kavumu, situé à 35 km de la ville de Bukavu, selon que le budget 2022 en a pris la charge. Nous avons parlé de l'aéroport de Kavumu qui est inscrit au budget 2022 avec un montant de 15 millions. Nous devons être indépendants. Pour venir ici, il faut passer soit par Goma, soit par Gisenyi. Entre autres, nous avons aussi parlé du paiement des fonctionnaires de l'État. Nous avons constaté que le Sud Kivu n'a pas été prise en compte. La solution de l'aéroport de Bukavu va permettre aux populations du Sud Kivu qui voyagent à travers différentes destinations de partir du chef-lieu de province sans emprunter le voie des pays voisins. Un autre plaidoyer est en faveur de plusieurs routes en état de délabrement très avancé au Sud Kivu, dont l'axe Chabunda-Bukavu, Uvira-Bukavu, sans oublier Goma-Bukavu. Du 7 au 9 juin 2022, des matinées géosciences se tiennent au fleuve Congo, ici à Kinshasa. Ces travaux ont été lancés par le vice-ministre des Mines, Godard Motemona. Les mines, les hydrocarbures, l'électricité et l'eau, les points essentiels de ce forum. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a donné le go de travaux de la 5e édition des matinées géosciences et expositions le mardi 7 juin 2022 au fleuve Congo Hôtel, organisé par Mash Weight Company en collaboration avec les associations de géologues du Congo. Cette conférence de 3 jours, dont le premier est consacré au secteur minier, va principalement articuler ses réflexions sur les stratégies des découvertes et d'exploitation de nouveaux gisements de minerais stratégiques intervenant dans la transition énergétique. Sur le thème « La mise en œuvre de projets d'exploitation industrielle des minerais stratégiques de développement du secteur des hydrocarbures, de l'électricité et de l'eau ». Soucieux de matérialiser cette mise en œuvre, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Mines, a signé dernièrement avec la firme Scalibur un avenant au contrat relatif à la cartographie géophysique, aéroportée et géologique, dans le but de découvrir de nouveaux gisements regorgeant des ressources minérales importantes en substances minérales stratégiques, ce qui permettra à notre pays de négocier avec ses futurs partenaires à réel prix. Notez que ces assises connaîtront la participation du ministère de l'Industrie et les intervenants dans les secteurs de mines, hydrocarbures, électricité et l'eau. Le territoire d'Idjofa dans la province du Kwilu sera bientôt électrifié. La pose de la construction de 141 pylônes a été faite par le ministre des Ressources hydrauliques en séjour de travail dans cette partie de la République. Notre envoyé spécial, Marie Kalang.
Les travaux qui consistent à compléter les lignes de transport et le réseau de distribution du projet Kakobola se poursuivent dans la province du Kwilu. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a procédé à l'inspection de ces travaux le lundi 6 juin 2022. Dans sa suite, le caucus des députés du Kwilu, venu en mission de contrôle parlementaire au niveau du poste élévateur PK600 en construction, les lignes sont réparties vers Kikwit, Idiofa et Gungu. Ça, c'est la ligne qui vient du point PK600 en direction de Kikwit. Et nous voyons bien que les pylônes sont déjà érigés. Sur 256 pylônes, nous en avons 104 qui sont déjà érigés, avec 117 fondations déjà complétées. Une fois que le matériel va arriver, on pourra compléter cette ligne. Le coordonnateur du projet GCK, Fulgence Mutombo, a fourni des explications quant à la construction de ce poste. Nous sommes au poste de PK600. C'est un poste élévateur. Donc, sans ce poste ici, Idiofa ne peut pas avoir du courant, Kikwit ne peut pas avoir du courant. Donc, le courant partira de la centrale de Kakobola avec 2 ternes. 33 kV jusqu'ici. Donc c'est ça qu'on appelle les backbone, donc les pines dorsales de ce projet. Le patron de l'énergie s'est rendu compte de l'état de la route en asphalte et en terre battue, menant à Kakobola, qui se trouve être dans un état de délabrement très avancé. Difficile d'acheminer les matériels des lignes de transport et du réseau de distribution, d'où l'implication de l'Office de route pour la réhabilitation de cette route secondaire afin d'accélérer les travaux. Restons dans la province du Kwilu où le diocèse d'Idiofa totalise à ce jour 100 ans. Une messe a été dite pour la circonstance. 2 prêtres ont été ordonnés et un projet d'électricité solaire a été annoncé lors de cette cérémonie. On ne pouvait y croire que la mission catholique Ipamou, nous sommes à 15 km de la commune rurale de Mangaï, dans le territoire d'Idiofa, pouvait accueillir plusieurs délégations venues honorer cette mission alma mater de multitudes hautes personnalités à RDC dans le cadre de la fête du centenaire du diocèse d'Idiofa. Oui, et 100 ans d'existence du diocèse d'Idiofa, fêté parfaitement sous l'organisation de l'évêque José Moko et la présidence de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo. Pour rendre possible ce rendez-vous d'ordre festif, le gouverneur du Kwilu, Willy Tshundala Assang, s'est investi davantage pour la réhabilitation des points chauds du tronçon Ingudi-Idiofa et Idiofa-Ipamou, qui a permis d'ailleurs l'accessibilité à toutes les délégations, et l'évêque d'Idiofa, Monseigneur José Moko, l'a signifié, séance tenante. À l'air d'offrir le présent au diocèse, au père évêque et aux 2 prêtres ordonnés à la circonstance, le gouverneur Willy Tshundala offre des cadeaux de marque, dont 3 baies, 100 chaises plastiques et plusieurs autres présents. Question d'honorer l'Église catholique dont il est fervent fidèle. Cela a été de même pour les membres du gouvernement provincial qui ont accompagné le gouverneur de province, mais également le président de l'Assemblée provinciale, Sage Makomo Kangansima. Et par ailleurs que le plus grand cadeau à cette fête a été celui du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a électrifié cette mission à travers un projet d'électricité solaire. Toujours dans la province du Kwilu, et cette fois-ci, nous vous proposons de suivre la clôture de la formation d'une 50aine des éléments de l'escadron mobile d'intervention du commissariat territorial de la PNC Idiofa. C'est le gouverneur de province, Willy Tshundala, qui a bouclé cette formation et a remis des brevets et quelques prix aux récipiendaires. Regardez. À la tribune du territoire d'Idiofa, les décors plantés en cellier fait foi à une cérémonie d'ordre militaire. Et la formation de l'escadron mobile du commissariat territorial police Chok. L'arrivée du gouverneur de province, Willy Tshundala Assang, témoigne davantage les caractères solennels de cette cérémonie si petite mais très significative. Ici, il est donc question de la cérémonie de remise de brevets de fonds de recyclage à une 50aine des éléments de l'escadron mobile d'intervention du commissariat territorial de la police d'Idiofa par les gouverneurs de province. Dans la partie allocutive de cette cérémonie, les commandants du commissariat territorial de la police Idiofa et les commissaires provinciaux de la PNC Kwilu glissent d'abord quelques phrases. De commun accord avec tous mes collaborateurs, nous avons estimé urgent de passer à l'étape de la formation des éléments de la police
afin de redynamiser nos services pour assurer correctement la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble de notre juridiction. Et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'aménage aucun effort pour que règne la paix, la tranquillité publique, sans laquelle nous ne serions pas là. Dans cette lignée des recyclés, 3 dans cette formation de 30 jours ont excellé et ont bénéficié chacun d'un cadeau du gouverneur de province. Et cela étant pour les autres qui étaient bénéficiaires que de leur titre de formation. Un pari gagné pour le général Kamana Kanold qui, grâce à cette formation, les missions régaliennes de la police seront d'exécution dans les territoires du Passons à autre chose. Évaluation du sous-secteur de l'EPST dans les provinces éducationnelles du Grand Kasaï. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique est arrivé depuis hier à Kananga où il remettra des bancs aux écoles pour répondre aux effets induits de la gratuité de l'enseignement. Les détails avec Séverine Pascal Katanda. Il était plus que temps pour que les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique soient évalués au terme de l'année scolaire en cours d'achèvement. Le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, qui a reçu du gouvernement Samalou Kondé la mission de faire le gardien de la gratuité scolaire à travers le pays, a débuté une itinérance pour scruter les sous-secteurs. Kananga dans le Kasaï central. Tony Mwaba, accompagné du secrétaire général de l'EPST, Christine Nepanepa, et les députés du coin, veulent faire un état des lieux dans cette partie du pays, en plus du besoin de formuler des orientations pour l'avancement de la gratuité de l'enseignement de base. Des élèves de toutes les écoles de la ville lui ont réservé un accueil de l'Iran. Tous les cadres provinciaux du Grand Kasaï qui se sont réunis ici, dans le cadre des itinérances que je suis en train de faire. Aujourd'hui, on est ici dans le cadre de cette itinérance qui nous permet de faire un état des lieux de notre sous-secteur dans le Grand Kasaï, palper du doigt tout ce qu'il y a comme réalité et échanger avec les cadres provinciaux par rapport à tout ce qu'il y a comme difficulté et enfin donner des orientations. Pour répondre aux effets induits de la gratuité, Tony Mwaba va procéder également à la remise de bons aux écoles dans le cadre de la campagne Aucune école sans bons, financée sur fonds propres du Fonds de promotion de l'éducation. Toujours dans ce secteur de l'enseignement et cette fois-ci à l'enseignement supérieur, après les élections des différents coordonnateurs des étudiants dans chaque province, ces coordonnateurs provinciaux sont arrivés à Kinshasa et vont élire le coordonnateur national. Regardez. L'élection d'un coordonnateur chaque année académique pour chaque établissement universitaire figure parmi les activités majeures au sein de l'université pour assurer la représentation estudiantine. Un coordonnateur représentant au niveau de chaque province déjà élu. Il est resté l'élection du coordonnateur représentant au niveau national qui doit être élu par ses pairs représentants de toutes les 26 provinces. Pour cette cause, tous les coordonnateurs provinciaux se sont retrouvés à Kinshasa, la capitale, pour élire leur coordonnateur représentant national. Mais bien avant cela, les étudiants se sont référés à l'un de leurs encadreurs, les recteurs de l'UNIKIN, le professeur Dr Jean-Marie Kayembentumba, pour des sages conseils. C'est vous qui allez sauver absolument cette nation. Il faut vous en rendre compte en échangeant. Le conseil que un âgé, beaucoup plus que vous tous ici, peut vous donner est celui de cultiver et de garder en vous la force du dialogue, de la communication. Dans toutes vos têtes, il y a énormément de potentialités qui peuvent s'exprimer et exiger de nous que nous vous donnions l'occasion de vous exprimer. Ces derniers les a encouragés à privilégier le dialogue avec une bonne communication. Il était impérieux pour nous de repasser à l'institution mère de toutes les universités de la République et nous sommes venus voir le patron, le numéro 1 de cette université, enfin d'entendre ces derniers et de jouir de sa sagesse. Bien sûr, nous sommes des enfants et lui en tant que père, il nous a communiqué de la sagesse et de l'intelligence, il nous a donné une ligne de conduite à suivre et des recommandations pour ce qui est du développement de notre pays. Ici, je voudrais dire merci
au recteur Jean-Marie Kayembe, qui a abandonné toutes ses multiples occupations pour accueillir nos collègues. Et avec amour, nous sommes très contents. Et là, nous lui disons un grand merci. Satisfaction des étudiants. Ce séjour dans la capitale Kinshasa a été mis à profit par des étudiants venus de province pour visiter les installations de l'université de Kinshasa. Évaluer l'opérateur agricole bio-agribusiness dans le cadre de la production et de la transformation du manioc panifiable dans la province du Kasaï central. Objectif de la présence des experts de la présidence de la République à travers la cellule d'appui au programme d'urgence intégré du développement communautaire dans cette partie du pays. Quelles sont les capacités techniques en ressources humaines et équipements de l'opérateur agricole bio-agribusiness BAB? Quels sont les principaux renseignements à tirer de l'évaluation environnementale et sociale dans différents sites d'exploitation de BAB dans l'espace Kasaï? La réponse à ces questions a été au cœur de la mission qui a conduit les experts du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROADER en sigle et de la CAPUDC dans le cadre de la production et transformation du manioc pour la fabrication de la farine panifiable dans le Kasaï central et Kasaï oriental. S'agissant du Kasaï central, il se dégage que les terrains proposés ont l'avantage d'être soit labourés, soit encore dessouchés. Tous ces espaces cultivables ont été visités et ont permis aux experts environnementaux du secrétariat général et de l'Agence congolaise de l'environnement de faire leur screening, évaluation préalable sur le plan environnemental. En ce qui concerne les unités de transformation au Kasaï oriental, la mission a noté avec satisfaction le montage très avancé des usines de transformation du maïs et du manioc devant produire la farine panifiable. Si cette évaluation s'avère concluante, BAB signera une convention avec le PROADER et des sous-conventions avec les paysans à travers différentes structures. Le Sud Kivu abrite un atelier écologique de haute portée nationale pour favoriser la bonne alimentation et la santé des populations congolaises. Et promouvoir l'agroécologie pour un meilleur accès des ménages des petits exploitants agricoles à la nourriture suffisante et de qualité dans un environnement viable, les consortiums des organisations de marche pour une intervention entre organisations de base et autres sources de savoir, DIOBAS, l'Initiative et Action pour le développement local, IADEL, les centres de promotion rurale CPR, IDUI et les centres d'apprentissage professionnel et artisanal CAPA organisent un atelier national sur l'agroécologie en RDC. Ces assises de 4 jours qui se tiennent du 17 au 10 juin à Bougaroula dans la chefferie Rubenga en territoire d'Iduvise, entre autres combattre l'insécurité alimentaire, la dégradation avancée de l'environnement se caractérisant par une forte pression sur les espaces forestiers et par une utilisation abusive et inadéquate des ressources naturelles et halieutiques accompagnées de perturbations climatiques répétitives ainsi que les problèmes d'accès aux terres par les agriculteurs. Représentant le ministre national et ministre d'État du développement durable à ces travaux, son directeur de cabinet adjoint, M. Bertin Kabukutu Katama, a exprimé les attentes de la République en prélude des résolutions de ces assises. À en croire les coordonnateurs du consortium Diobas, IADEL, CPR, IDU et Kappa Sylvain Mapatano, l'agriculture doit s'appuyer sur la thèse selon laquelle tout entrepreneuriat dans le secteur agricole doit être actuellement orienté vers l'agroécologie. Ces assises ouvertes au nom du gouverneur des provinces par le ministre provincial de l'Agriculture, Robert Biachanda Chabido, qui bénéficie de l'appui financier de l'organisation Pain pour le monde PPLM en sigle, grâce au financement du gouvernement allemand. C'est une campagne qui sera lancée demain, jeudi 9 juin 2022 et qui va se clôturer le dimanche 12 juin 2022. L'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, à travers le ministère provincial de la Santé, débute avec la supplémentation en vitamine A qui concerne les enfants de 6 ans à 59 mois. Cédric Enina, reportage. Ça sera pendant 4 jours et ce sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. La supplémentation en vitamine A des enfants de 6 à 59 mois, et cela afin de renforcer l'immunité et la résistance contre les infections, stimuler la croissance physique et mentale par
la synthèse de protéines, protéger contre les affections oculaires et améliorer la vision, lutter contre l'anémie à travers la fabrication de globules rouges par la mobilisation également des réserves hépatiques du fer. Cette supplémentation est couplée au déparasitage à l'albendazole des enfants de 1 à 5 ans. Lutter contre l'anémie et la malnutrition et contribuer à accroître la résistance de l'individu, c'est aussi l'un des objectifs poursuivis. Cette activité sera menée selon l'approche des routinisations intensives à base communautaire dans tous les ménages avec les enfants de 6 à 59 mois à travers les relais communautaires et ce, dans le respect strict des mesures barrières contre la Covid-19. Pour ce faire, il est demandé aux parents de réserver d'abord un accueil chaleureux aux agents affectés à cette tâche, afin de faire jouir à tous les enfants cibles leur droit légitime à la bonne nutrition. Cette activité bénéficie des appuis des partenaires des nutritions de la province de Kinshasa, à savoir l'UNICEF, Helen Keller International, Vitamine Angel, World Vision, OMS, ASSK, Village Reach, Medicis, Moody, Biscaya, Save the Children et enfin CODEP. Après sa reconduction à la tête du commissariat provincial des affaires sociales et humanitaires, Jean, famille et enfants, Nathalie Ngandou a mobilisé sa famille politique habillée aux couleurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Elle a tenu à remercier le chef de l'État ainsi que le gouverneur intérimaire Fifi Masuka pour cet événement. Toute particulière pour le parti au pouvoir, au cours d'une marche relax organisée par l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS province du Lualaba, les partisans ont exprimé leur gratitude envers le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à Mme Fifi Masuka Saini pour avoir reconduit Mme Nathalie Ngandou aux affaires sociales et humanitaires, gens, famille et enfants, ainsi que l'honorable honoraire Clément Moufundi Chinat Karl, en qualité du ministre provincial de l'Environnement. La présentation officielle des nominés a vécu dans la salle Rijos 2 devant une foule nombreuse composée des membres et cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social venus pour la circonstance. Je profite de cette même occasion pour attirer votre attention sur une dame de fer, capable d'apporter des changements, tant entendus par les Lualabais et Lualabaises. Fille aînée de l'Union sacrée de la province du Lualaba, que je remercie pour avoir renouvelé sa confiance sur ma personne. À celui qu'on appelle Moana Bouté, AK-47, notre secrétaire général Kabouya, pour les efforts fournis, pour que l'UDPS, notre parti, garde toujours sa place d'un parti le mieux implanté. En bonne partisane de paix, la commissaire des affaires sociales et humanitaires, Jean, famille et enfants, a appelé ses pairs à militer pour la paix et l'unité de la République démocratique du Congo. Toujours à l'UDPS, une matinée scientifique en faveur des militants a été organisée. Suivez. Le défi pour le développement de la République démocratique du Congo, c'est le thème qui sera développé du 13 au 14 juin lors de cette conférence débat. Le corps de l'élite scientifique de l'UDPS va cribler les problèmes de la vie nationale et proposer des solutions. À la 9e journée des matinées scientifiques, ces intellectuels congolais ont échangé sur la communication orale efficace avec PowerPoint. Un sujet développé avec brio par le professeur Raphaël Matamba, expert en communication. Dans son exposé, Raphaël Matamba a montré à l'assistance comment présenter efficacement un travail bien fait pour être bien compris. Alors ici au niveau du corps de l'élite, nous avons les scientifiques, nous avons aussi les autorités. Alors nous avons beaucoup de choses à leur montrer, comment présenter le message correctement pour que ça soit capté par les décideurs afin qu'ils agissent. Le coordonnateur national des corps de l'élite scientifique de l'IDPS, le docteur Soft Mukuna, est revenu sur l'importance de ce thème. Nous écrivons pour être élus, être compris et agir à la fin. Donc,
pour aider les autorités à agir. Nous allons avoir des résolutions. Mais comment on doit les présenter pour que ces autorités nous écoutent, pour que ces autorités comprennent et pour que ces autorités agissent? Parce qu'un scientifique peut avoir beaucoup de choses, comme on dit, une thèse préparée dans 5 ans, mais dont il faut faire une présentation dans 45 minutes. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, parce que tout est important. Retenons que plusieurs sommités du monde scientifique et politique africain et national vont prendre part à cette conférence débat. Et ce communiqué, l'Organisation internationale de la francophonie vient de lancer depuis le 30 mai 2022 la 3e édition du fonds La francophonie avec elle en faveur de l'autonomisation des femmes de l'espace francophone. Au regard de la multiplication et de la superposition des crises sanitaires, politiques, économiques, sociales, environnementales et humanitaires dans l'espace francophone, le fonds La francophonie avec elle est aujourd'hui un dispositif permettant d'apporter une réponse efficace et pérenne aux femmes et aux filles qui sont les premières victimes de ces crises. Cette opportunité de l'OIF, initiée par le secrétaire général, a pour l'objectif de donner aux femmes et aux filles les moyens de se relever dignement des crises auxquelles elles sont confrontées et d'être outillées pour affronter les suivantes. La première édition de cette disposition de solidarité a permis de financer des actions de terrain à destination des femmes vulnérables de l'espace francophone. En 2020, 59 projets portés par des organisations de la société civile couvrant 20 pays francophones ont bénéficié à plus de 14 000 femmes et jeunes filles en 2021. Une seconde édition a soutenu 84 projets mis en œuvre dans 26 pays de l'espace francophone. Ceci appel à projet s'articule autour de 5 sous-thématiques: accès à la scolarisation et l'alphabétisation et aux formations professionnelles, accompagnement vers l'emploi formel et l'entrepreneuriat, lutte contre les violences sexistes et sexuelles, participation à la vie publique et politique ainsi qu'au processus de paix et reconnaissance des droits, accès aux soins et de santé. Il s'adresse en priorité aux organisations de la société civile, aux coopératives, aux groupements de femmes et aux institutions de microfinance issues de l'espace francophone, avec une attention particulière accordée au Liban et à l'Haïti. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 27 juin 2022 aux adresses suivantes. www.francophonie.org, 3e édition du Fonds de la francophonie, avec elle 2233. Ce communiqué a été signé par le délégué général de la francophonie, Prince Kangila. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis à travers cette édition du journal réalisée par Yolande Voka. Restez branchés sur la RTNC. Au revoir.